dans les projections de la méthode sur des objets, euh, et avec vers une écologie de guerre, où vous projetez votre histoire environnementale des idées sur les relations internationales. Et vous en retirez le constat, je vous cite, d'une oscillation permanente entre une conception optimiste et une conception pessimiste de la coexistence politique sur une planète limitée. Donc pour les uns, le progrès scientifique et technique, mais aussi le développement économique, serait de nature à favoriser la paix et la prospérité de tous. Pour les autres, au contraire, ce même progrès, ce même développement serait de nature à raréfier les ressources et à exacerber les conflits. Alors on va examiner en détail la généalogie que ça trace, mais avant de faire ça, on ne va pas rester au niveau de la méthode, mais en tout cas au niveau de la présentation du projet. Comment se structure cette oscillation entre les deux, et aussi du duel qui le sous-tend, et puis comment vous voyez la périodisation de l'affaire. Alors effectivement, quand j'avais commencé à travailler sur les rapports qui pouvaient exister entre donc cette histoire environnementale des idées et le problème de la paix, de la sécurité, de la souveraineté, de l'équilibre international, euh, l'une des premières choses qui s'est imposée à mon attention, c'est ce rêve, on peut qualifier ça d'utopie, extrêmement puissant dans la littérature théorique du XVIIIe siècle, et qui bien sûr est lié à la déflagration de violences monumentales qui a secoué l'Europe, bon, à partir de réformes, contre-réformes, guerre de religion, guerre de succession, vraiment d'une violence endémique, omniprésente dans la vie quotidienne, omniprésente dans la formation de l'État évidemment, omniprésente dans la qualification des élites aristocratiques. Et on commence à voir une série d'acteurs intellectuels disant ça, c'est pas la civilisation. Ça, c'est pas au niveau de l'exigence rationnelle qu'on peut avoir pour nous-mêmes, pour l'avenir, pour la dignité. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que donc ça, on le trouve. Bon, c'est typique de l'opération des Lumières en réalité, hein, que ce soit les Lumières rationalistes allemandes, françaises ou économiques anglaises, c'est vraiment l'idée commune. Comment faire pour, c'est le titre d'un des chapitres d'Amendance et Liberté, hein, pour exorciser la violence, dont pourtant on peut considérer qu'elle est constitutive de la vie politique. Aller au-delà de la violence, rendre la guerre obsolète. Et on voit à chaque fois on peut dire dans ce cheminement normatif-là, on rencontre la nature. On rencontre la nature comme facteur donc de civilisation de la société. C'est quelque chose que Norbert Elias avait dit en passant dans quelques-uns de ses livres, hein, dans le processus de civilisation, il y a l'apaisement des relations à la nature. Il y a moins de prédateurs, on va policer la nature, on va abaisser le niveau de risque dans le voyage, etc., etc. L'État s'interpose comme facteur de sécurisation des relations commerciales, de prévisibilité de la productivité agricole, d'amoindrissement des conséquences des épidémies, tout ça. Et puis, à un niveau de généralité plus élevé, il y a l'idée que le droit international, le commerce, et puis dans un second temps, plutôt au XIXe siècle, l'industrie, vont intervenir comme médiation à la fois institutionnelle, technique et oui, industrielle, entre une société qui est aux prises avec ses contradictions internes et un milieu qui va désormais pouvoir être le vecteur d'une résolution des tensions internes de la société. Donc en fait, il y a vraiment une affinité extrêmement profonde entre l'idée d'une élimination, en tout cas d'une élimination tendancielle de la violence, et des opérations qu'on va faire subir en quelque sorte au milieu. Donc c'est très très clair, si on accepte de le lire avec ce regard-là, dans le traité de la paix perpétuelle de Kant, hein, où il y a quasiment un argument de ruse de la raison, disant la planète étant sphérique, elle rend impossible en fait, la résolution permanente de la conflictualité humaine par le recours à de nouvelles terres, parce qu'à un moment donné, on a fait le tour de la question, et il va bien falloir, en quelque sorte, la rotondité, la finitude de la Terre est un appel à la pacification humaine. Euh, 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 la théorie libérale, smithienne notamment,
Et avant d'être une théorie économique, une théorie des relations internationales, c'est pas pour rien, ça parle de guerre et de paix. Et la même chose peut être dite des utopies technologiques du début du 19e siècle, encore une fois Saint-Simon, disant c'est dans les infrastructures techniques et dans les gains de productivité que réside l'espoir de civilisation complète de l'espèce, quoi, si on peut dire. Donc ça, c'est vraiment un socle normatif utopique qui... Et c'est là que c'est curieux, c'est-à-dire que à la fois, en disant ça, je ne pense pas dire quelque chose qui va faire tomber de sa chaise un lecteur de philosophie politique. Et en même temps, si vous regardez la bibliothèque des classiques d'histoire des idées, enfin, moi, je ne l'ai jamais vu, ce thème, développé, analysé, creusé. Donc j'ai voulu le faire. Bon, rapidement, hein, c'est pas aussi volumineux que dans Abondance et Liberté, mais j'essaie de donner un petit peu des repères de lisibilité. Surtout qu'en parallèle, il y a d'autres travaux hein, qui sont très importants pour comprendre ça. Je pense notamment au livre de Frederick Johnson et Carl Wennerlind sur la rareté, qui d'ailleurs va être traduit en français dans peu de temps. Et puis en parallèle, mais j'y reviendrai, plus récemment, le livre d'Arnaud Horin sur le capitalisme de la finitude, qui en fait, c'est incroyable. Le livre d'Arnaud Horin est sorti quelques semaines ou quelques mois après le mien. C'est exactement la même idée. Vraiment, c'est la perspective d'un historien et la perspective d'un philosophe sur le même ordre de problème. On a des différences, on peut dire, politiques peut-être dans les conclusions, mais vraiment dans le constat, c'est d'une similitude vraiment frappante. Donc voilà comment les choses se passent, et puis après, donc, on discutera effectivement de cette oscillation historique entre l'idée d'une élimination de la violence par la transformation des rapports à la nature et l'idée adverse, qui est quasiment contemporaine, qui est hobbesienne, puis malthuso-darwinienne, hein, au contraire d'un constat d'incapacité à surmonter la conflictualité humaine par les rapports à la nature. Dans le livre, dans l'écologie de guerre, je ne propose pas à proprement parler de périodisation de cette oscillation, parce que sur un plan, on peut dire, qui est strictement celui de l'évolution des idées, il n'y a jamais en fait de disparition totale de l'un ou l'autre de ces paradigmes, on va dire optimistes ou pessimistes pour reprendre les termes que vous avez employés, mais qui sont corrects. Ils coexistent beaucoup, ils se battent beaucoup. Il y a une exception en quelque sorte, où vraiment on voit un paradigme dominer l'autre. Et là, pour le coup, on est complètement d'accord dans la périodisation avec Arnaud Horin. C'est une période qui va de la fin 19e, début, bon, disons le tournant du 20e siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où là, vraiment, le paradigme, en fait, anti-libéral, quoi, anti-lumière, qui est développé dans la géopolitique classique, dans un néo-malthusianisme angoissé par les limites de la productivité agricole, l'explosion démographique, en gros la tension entre les gains de productivité et le développement de l'espèce, puis bien sûr un contexte de militarisation des relations internationales, la fin de l'État long-mort, etc., etc. Là, ça crée un contexte pour la cristallisation oui, d'un néo-malthusianisme qui a été, ça, bon, évidemment, Marius, tu le sais bien, qui a été un lieu d'élaboration fondamental de la pensée écologique dans son aspect le plus sombre, évidemment, mais qui néanmoins, tout en étant son aspect sombre, est un aspect en fait, incontournable de la généalogie de cette pensée. Donc là, il y a vraiment un moment où on voit le paradigme optimiste, libéral du jeu à somme non nulle, quoi, reculer, vraiment. L'autre réémerge, et puis là, effectivement, il y a vraiment un balancier. Après la Seconde Guerre mondiale, constatant les conséquences idéologiques et politiques et militaires de la structuration de la pensée et de l'État par, on peut reprendre le terme d'Horin, par un capitalisme de la finitude, notamment évidemment par le Troisième Reich. Là, il y a un consensus qui se met en place, consistant à dire non, on ne peut plus rester dans les affres de la rareté, dans les affres de la finitude. Il faut re-switcher, en quelque sorte, vers le paradigme de la lutte contre la rareté et du succès de la lutte contre la rareté. Donc là, il y a vraiment une oscillation. Mais pour ce qui concerne les, disons, 18e, 19e, j'avoue que je serais bien moins capable de la déterminer de façon aussi nette. Oui, oui, il ne s'agit pas
de dire que l'un succède l'autre. La lutte est toujours là et la tension est toujours là, avec juste des moments de dominante de l'un Voilà. ou de dominante de Au l'autre. 19e siècle, c'est très clair, là aussi, ce sont tes travaux, Marius, très clair que dans la confrontation entre les différentes variantes du libéralisme, plus optimiste, plus malthusien, dans le socialisme, lui aussi, qui peut être plus euh, 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 finitarien ou plus cornucopien. En fait, c'est un débat qui est en quelque sorte en travers des controverses strictement idéologiques, ce qui les rend d'ailleurs aussi intéressantes, ce qui rend intéressant leur relecture. Donc là, effectivement, il n'y a pas de, c'est pas un problème de périodisation, c'est plutôt un problème d'espace de controverse qui se pose. Ceci dit, une petite incise quand même sur la périodisation, puisque vous citiez le livre d'Arnaud Horin, effectivement, et il n'y a pas que lui. Si on lit par exemple Phenomenal World et les Polycrisis, il y a aussi cette idée, cette espèce de dualisme du capitalisme possible qui arrive, et lié aux questions climatiques, aux questions environnementales. Et donc avec cette idée de cette dualité optimiste, pessimiste, cornucopien, finitarien, quelle que soit la manière dont on les pose. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ces livres auraient été possibles, ou plus exactement, est-ce que vous, Orin, d'autres, Tim Sae, je ne sais pas, auraient eu envie d'écrire comme ça s'il n'y avait pas eu 2015-2016, le Brexit, l'élection de Trump et puis la réaction de Trump. C'est-à-dire qu'il me semble que il y a là aussi un effet de l'histoire contemporaine sur le besoin de penser ça. Si on se reporte 20 ans en arrière, par exemple, au moment grand tournant, à la fois acmé et début du déclin du néolibéralisme classique, c'est-à-dire les guerres de Bush, par exemple, je ne crois pas qu'on aurait vu les choses de ce côté-là. On aurait plutôt vu comme une espèce comment dire, d'avancée vers une catastrophe du point de vue des cornucopiens. Oui, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une inflexion qu'on a souvent partagée avec Arnaud Horin et avec quelques autres. Moi, ma manière de dire est la suivante. J'ai 42 ans, je suis né en 1983, j'ai commencé mes études, j'ai eu 18 ans le 11 septembre 2001. Voilà, pas faire plus Kairos, quoi. Donc, en fait, je suis un natif de l'âge néolibéral. Je n'ai jamais connu autre chose. Et en fait, ma formation intellectuelle a été structurée par ça. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, bah, sous l'autorité de Bourdieu, de Foucault, hein, qui sont quand même les deux références absolument monumentales de cet âge-là, il était entendu qu'être un penseur critique voulait dire être un penseur critique du néolibéralisme. Et c'est évidemment tout à fait compréhensible. Et en réalité, au fond, j'ai pas de... Mon opération ne consiste pas à dire c'était pas ça qu'il fallait faire. C'était probablement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Quand donc, bon, bah, voilà, je grandis, j'avance, je deviens moi-même quelqu'un qui essaye de produire des opérations de pensée originales. Et effectivement, ça se fait dans le contexte que vous décrivez. Un contexte marqué, alors pas par l'élimination comme ça brutale du jour au lendemain du paradigme néolibéral, très loin de là, mais en tout cas l'émergence de, effectivement, ce que Arnaud Horin appelle un nouveau capitalisme de la finitude, du protectionnisme, des politiques industrielles. Bon, alors, mentionner Trump, enfin, moi je pense quand même que le phénomène structurant, c'est surtout l'émergence de la Chine hein, qui change la donne, parce que c'est l'émergence de la Chine qui est en fait l'aiguillon dont le reste sont les conséquences. Les différentes crises qui traversent l'Union européenne, etc. Et ça, et puis alors, bien sûr la question climatique, et alors ça, je pense que ça a eu tout un tas de conséquences d'ordre épistémologique et politique. Pour moi, au début, les premières conséquences, c'était la lecture d'Escola, de Latour, en fait, de gens qui disaient, si vous voulez avoir une porte d'entrée dans la structure sociale, ce qu'il vous faut, c'est peut-être moins le marxisme et ses dérivés, mais un certain retour à la théorie au structuralisme, mais un structuralisme augmenté d'une perspective environnementale ou écologique. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je disais l'histoire environnementale de l'idée, c'est une manière de théoriser l'ordre politique dans sa globalité. Et donc voilà, donc
voilà, ce que certains collègues appellent l'anthropocène, toutes ces choses-là, ça a des conséquences épistémologiques. Et puis progressivement, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, progressivement ces conséquences épistémologiques elles-mêmes ont des conséquences plus normatives, plus politiques, qui consistent quand même effectivement un peu à dire le néolibéralisme n'est plus l'horizon structurant, exclusif, ni même primordial pour la pensée politique. D'abord parce qu'il n'est plus aussi hégémonique qu'il l'avait été dans les décennies antérieures, et parce que, et ça honnêtement, je ne pense pas qu'on aurait pu le prévoir hein, à ce moment-là, parce que l'évolution des crises du capitalisme ne suit pas la trajectoire qu'on aurait pu imaginer, c'est-à-dire quelque sorte l'épuisement total de la société par la loi du marché, mais en quelque sorte, au contraire, plutôt un épuisement des équilibres internationaux construits à l'âge néolibéral par un retour, en quelque sorte, à cette obsession de la finitude, des limites, de la frontière technologique, de la reterritorialisation en grands blocs technologiques et commerciaux. Et ça vient, en fait, ça intervient comme en fait, oui, ça rejoint hein, les constats sur la polycrise d'Adam Tooze et d'autres. Ça commence à former un arrière-plan macro-sociologique, macroéconomique, en référence auquel on construit, on développe de la philosophie politique. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé de discuter avec des collègues, bon, qu'on pourrait caractériser comme des gens qui restent dans le référentiel de critique du néolibéralisme, et souvent il y a des malentendus en fait. Il y a des malentendus. On avait récemment au Grand Continent fait un débat comme ça avec Arnaud Horin, donc qui pense plutôt comme moi, enfin complètement comme moi, et Anne-Laure Delatte. Et c'est vrai qu'on avait l'impression de ne pas du tout parler le même langage. Il y a des médiations, je pense que le travail de Quinn Slobodian peut être une manière d'articuler les deux en disant qu'il y avait dans l'histoire du néolibéralisme quand même déjà une géopolitique. Donc ça c'est utile. Mais c'est quand même, je pense qu'il ne faut pas négliger la rupture épistémologique que constitue ouais, la relativisation du néolibéralisme comme, comme catégorie critique et espace de référence par défaut pour la philosophie politique. C'est très important.